7 Hut, bonsoir et bienvenue dans le Rémi Show ou la NFL Belgique Week 18. Le Rémi Show ou la NFL Belgique, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans le Rémi Show ou la Belgique ou NFL Belgique chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, nous laisser une petite insulte ou un coucou. Voilà, sans plus attendre, nos experts du soir. On salue Scooby et Olivier qui voulaient être là, mais eux, ils ont des vrais travails, donc voilà, hein, c'est ce que c'est. Voilà. Tout d'abord, c'est son émission apparemment ce soir. Je vous présente le président de la NFL Belgique, à savoir Rémi. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue chez moi. Installez-vous. C'est notre caution ancien. Voilà, il est assis tranquille. C'est le spécialiste des fonds d'écran de l'émission. Et il est là pour vous souhaiter nos meilleurs voeux au nom de tous. C'est FMB. Et bonjour la Belgique. Bonsoir FMB. C'est un peu la star montée et filante à présent de tout ce qui est commentaire du foot américain français. Il s'agit de Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Alors, star montante, je veux bien. Star montée, j'ai peut-être mon mot à dire. Attention quand même. Ah bah sur M6, bon pardon. Oh là là. Le dérapage d'entrée, quoi. C'est Rémi Chaud, mais pourtant c'est Rical qui met bien dans le plat. Ah, direct, tu sais, qui dit Rémi Chaud dit mœurs belge, hein, forcément. Ça, c'est encore light. Hein. Il parlait dans 35 ans en off, donc... Et alors faut savoir que du Grand Cactus, hein, Rémi spécial Liège. Que cette année, depuis que Greg est star sur M6, on ne le voit plus trop. Mais là, aujourd'hui, vu qu'il est parti en voyage au Texas, je crois. Là, il a un peu de temps à cause du décalage horaire, ça fait plaisir. Exactement, entre deux rodéos. Qu'est-ce que tu fais Greg, qu'est-ce que tu fais à Houston exactement? Tu peux nous expliquer? Eh bien, écoute, j'ai la joie de commenter lundi, enfin du coup dans la nuit de lundi à mardi, heure française, la finale universitaire de foot US qui va opposer les Michigan Wolverines et les Washington Huskies. Donc voilà, on est arrivé mercredi et en fonction des différents créneaux disponibles, me voici. Voilà. Paradoxalement, j'ai plus de temps aux États-Unis qu'en France. C'est ça. Tu devrais y aller plus souvent. Tu restes pour les playoffs. Payez-moi les billets, les gars. Hein, je serai là toute la semaine. Non, mais t'es sur place, t'as plus besoin de billets, mais non, reste là. Oui. Bon, après, rester toute l'année à Houston, je sais pas trop. Tu vois, je me tâte un peu. Les Parisiens sont ce qu'ils sont, mais il y a des points positifs et négatifs. C'est Washington qui va gagner. Et du coup, tu débordes un peu sur les playoffs NFL ou c'est rapatriement direct? Non, c'est on repart le lendemain. Et donc tu vas commenter en direct ou est-ce qu'on va pouvoir te voir, t'écouter Principalement par le biais des réseaux et du site internet. Après, il n'y aura pas de retransmission vidéo ou Twitch. Quel site internet? Alors, thebluepennant.com. Donc, THEBLUE PE2NANT. Voilà, je précise, c'est pas toujours hyper évident avec un site avec un nom anglophone, parce que tout est logique dans le fait que ce soit animé par des francophones. Donc ce sera sur thebluepennant.com ou principalement sur X, avec notamment les Media Days, les entretiens avec les joueurs des deux équipes qui sont prévus donc samedi dans l'après-midi en France. Et vous faites un commentaire en direct ou même pas? On fera un live texte en direct. Après, comme je te disais, du coup, il n'y aura pas de retransmission forcément audio ou Twitch ou ce genre de choses prévues. Oh, c'est dommage, ça, tiens. Bon, je le sais bien. T'as pas tous ton budget, Rico, fais ce qu'on peut. Tu sais, aujourd'hui, non seulement le spectateur a besoin de moins de qualité que la technologie a vachement baissé au niveau du prix. C'est-à-dire que là, tu peux tout faire avec pas grand-chose. Surtout en audio. Voilà. Mais bon, bref, on n'est pas là pour... l'idée. Hein? Je glisserai l'idée. En plus, t'as déjà un micro. Normalement, si t'as un PC portable avec ton micro, tu fais une émission. T'as pas besoin de beaucoup plus. Après, il y a les autorisations, tout ça. Attention. C'est autre chose.
En tribune de presse, on va peut-être pas nous laisser faire tout et n'importe quoi non plus. Presse écrite, presse écrite, il y a écrite à mon avis. Mais après, normalement, toi que tu diffuses pas d'image, normalement, t'es pas emmerdé. Hein. Mais normalement. Voilà. Surtout en français, ils s'en branlent vraiment, quoi. Bref, ce soir, nous allons parler, donc, dernière semaine avant les playoffs, parce que la nouvelle année pour les fans de NFL, c'est un peu l'année prochaine, surtout. Donc voilà, on va parler du MVP, Steelers, Ravens, Texans, Colts, Falcons, Saints, et on va profiter de l'absence d'Olivier pour parler du Bills Dolphins, parce que c'est drôle. Mais tout d'abord, le premier sujet, les playoffs, qui est in, qui est out. Est-ce qu'il y a des équipes qui sont vraiment juste là pour faire les touristes ou pas, Rémi? On a une dernière semaine qui au final est assez intéressante. Certes, ce sera sans doute pas les équipes concernées ne sont sans doute pas celles qui sont candidates au Super Bowl, quoique. On va parler des Bills notamment en fin d'émission. Mais pour le reste, on a quand même 11 équipes toujours dans la course pour 5 tickets. Donc ça va être intéressant. On a déjà 1 ou 2 matchs qui vont donner une réponse directe. Pour d'autres, il faudra espérer quelques scénarios assez compliqués, mais malgré tout, on a une dernière semaine qui pourrait être intéressante parce que je pense quand même qu'il y a des matchs qui sont très très ouverts. Les équipes devront se donner jusqu'au bout. On va parler des matchs à mon avis les plus intéressants. De mon côté, je pense que ça ne bougera pas trop. J'ai l'impression que Buffalo est une bonne option, mais Buffalo joue sa qualif en cas de défaite. Du côté de Jacksonville, on sait que normalement ça devrait bien se passer, mais tout est possible avec les Jaguars. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'à l'arrivée des playoffs, ces équipes-là auront un rôle sans doute limité. Certains parlent des Steelers qui pourraient arriver et déranger un petit peu tout le monde. C'est le cas aussi des Bills. Pour le reste, j'ai quand même l'impression que les Niners d'un côté et les Ravens de l'autre sont quand même grandissimes favoris et seront très difficiles à aller chercher. Greg ? Donc quand on parle de touristes, on parle de touristes en saison régulière ou d'équipes qui feront les touristes en play-off? Parce que du coup, il y a différentes manières de lire la chose. Maintenant qu'on a 14 équipes qualifiées. Oui, c'est juste. Parlons des touristes en play-off. Touristes en play-off. Si je réfléchis un peu, oui, malheureusement, je pense que les équipes d'AFC Sud, j'ai du mal quand même à les concevoir, aller très très loin pour la suite des hostilités. Je pense que le 7e de NFC, quel qu'il soit, je pense va un petit peu souffrir malgré tout. Sans vouloir faire injure aux différents candidats. Il y a quoi? Il y a les Packers, les Seahawks. Les Vikings sont toujours en route. Les Vikings sont toujours en course. Attention, ils mettent Nick Mullens à Détroit. Alors, si ça marche aussi bien qu'à l'aller, ouais, ça va être quelque chose. Enfin, planquer les pigeons, hein, à Minneapolis, c'est dangereux, mais à Détroit, ça peut l'être aussi. Non, après, oui, plus les Rams, les Seahawks, ça peut être un peu compliqué. Mais moi, de toute façon, dans mon esprit, je pense que les Niners sont des gros favoris en NFC. Et en AFC, ça me paraît quand même plutôt se disputer, les Bills, les Ravens. Les Bills et Ravens, j'ai oublié quelqu'un. Les Chiefs, bien entendu. Les Chiefs, ouais. Voilà, je pense que ça se jouera un petit peu dans ce tableau-là. Voilà, je suis désolé, je ne voulais pas froisser MFMB d'entrée en parlant des Bills et pas des Dolphins. Ça en dit un peu long sur mon pronostic de ce week-end. C'est assez dur de ne pas froisser FMB. Non, oui, quand on parle de touristes, pour moi, il y a des gros touristes qui peuvent tirer leur épingle du jeu, comme les Steelers, on l'a vu tout le long de la saison. Ils font des matchs pourris, et des fois ils gagnent. On se demande comment. Toujours le même scénario. Picket to Pickens, allez hop. Et de l'autre côté, en NFC, il y a quand même pas mal de voleurs, enfin, de touristes voleurs, je dirais. Des voleurs. Mais il y en a un quand même qui m'épate, c'est quand même les Seahawks qui sont montés en puissance quand même tout le long de la saison. Donc eux, je dirais qu'ils méritent un peu plus que les autres. Les Saints, ils sont pas à leur niveau qu'ils devraient être et je pense que ça va être difficile pour eux. Après, parlons pas des Vikings, on en a déjà parlé. Et les Buccaneers, qui sont aussi, ils m'ont impressionné en début de saison et je pensais qu'ils seraient mieux placés et je pense qu'eux, ils sont plus à risque. Mais ils peuvent quand même faire une surprise, je pense. Merci, messieurs. Le premier match pour nous ce soir,
les Steelers contre les Ravens. FMB, tu veux continuer sur ta lancée? En parlant de Pickens. Ouais, Pickens à Pickens. Ouais. Non, mais là, alors, encore une fois, tu vois, c'est le scénario, on se dit, ok, normalement, ils ne peuvent pas gagner sur le papier. Mais là, tu te dis, bon, il n'y aura pas Lamar Jackson, donc déjà, ça en est quand même une grosse problématique pour la défense des Steelers. Cela étant dit, je pense que les Ravens, quand même, chez eux, ne vont pas apprécier de perdre, mais pour moi, c'est quand même le match, c'est le gros point d'interrogation de la semaine, parce que j'ai hésité à mettre les Ravens, parce que je me suis dit, avec le bol qu'ils ont, les Steelers, et même en jouant avec un receveur, ils arrivent à gagner des matchs, donc tu te dis, c'est pas possible, mais ils le font quand même. Donc, les Steelers, j'ai perdu mon latin avec eux, donc je passe la balle. D'ailleurs, elle est où maintenant ? Interception de Greg. Alors, je rejoins un petit peu sur le côté. C'est sûr que l'absence, notamment de Lamar Jackson, parce qu'il n'y aura pas que lui, je pense qu'il va être mis au frigo par les Ravens, c'est aussi ça, à mon sens, qui conditionne la chose. Faut rappeler que les Steelers, dans leur parcours très chaotique de la première partie de saison, ont quand même réussi à épingler Baltimore en Pennsylvanie 17-10. Hein. Ça n'a pas été donné à toutes les équipes. Forcément, mathématiquement, il n'y en a que 3 qui ont battu Baltimore. Pittsburgh étant l'équipe la moins bien classée, je pense, en termes de fiches à l'avoir fait. Donc voilà, ça insiste encore un peu plus sur le fait que ces confrontations à AFC Nord restent toujours extrêmement particulières. Les confrontations entre Ravens et Steelers de surcroît. Donc je me dis qu'en effet, mine de rien, même si on a vu face aux Dolphins que en faisant tourner les Ravens pouvaient quand même avoir des solutions qui n'étaient pas inintéressantes. Hein. Je ne sais pas par exemple si un Dalvin Cook sera lancé dans le grand bain, lui qui a signé il y a quelques heures à peine du côté de Baltimore, donc ça peut être une occasion pour lui d'essayer de gratter un petit peu de temps de jeu aux côtés des Gus Edwards et Justice Hill dans le backfield offensif. Mais c'est sûr que concrètement sur le papier, je pense que les Steelers ont une force indéniable qui reste la défense capable de freiner justement cette deuxième vague de titulaires offensifs. Après, ouais, c'est toujours l'attaque qui m'inquiète un petit peu du côté des Steelers, et il reste quand même malgré tout sur 2 matchs à au moins 30 points. Donc je me dis, sur un match comme ça, importantissime pour eux, sachant que Baltimore ne perd rien du tout en concédant une défaite à la maison. Je crois d'ailleurs que Pittsburgh s'était imposé un peu à la surprise générale il y a 2 ans lors de la dernière semaine chez les Ravens. Ça me paraît pas incongru de penser que ce sera de nouveau le cas, donc c'est pour ça que voilà, l'enjeu primant, j'irais plutôt vers les Steelers à l'extérieur. Rémi ? Ouais, très 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 compliqué. C'est vrai que je pense que si les Ravens avaient encore quelque chose à jouer, on n'aurait pas trop eu de doute sur notre pronostic. Mais là, Huntley qui remplace Lamar, à voir. Je ne sais pas qui d'autre sera mis au repos, mais il y aura d'office, à mon avis, un bon nombre de starters qui seront sur le banc. Après, c'est aussi l'occasion pour les seconds couteaux de se montrer. Donc, on peut compter sur eux pour donner tout ce qu'ils ont. Mais c'est vrai que les Steelers ont réussi à trouver un semblant d'attaque ces dernières semaines. Avec Rudolph, voir ce que ça peut donner ce week-end. Je pense que ça va pas être superbe à regarder, ça va être intéressant, et je pense que pas mal de gens vont les suivre, notamment les fans des Bills qui comptent sur les remplaçants des Ravens pour l'emporter. Mais on a quand même une équipe diminuée face à une équipe qui va jouer sa saison. Les Steelers ont besoin d'une victoire. Je pense que ça devrait passer pour eux, mais je vois pas une victoire très convaincante. Et on ira arracher une place en play-off. Pour y faire quoi, ça ? Très bonne question. Voilà, merci. Match très partagé parmi les experts, ça va être intéressant. Le deuxième match de la soirée, les Texans contre les Colts. Et bah tiens, justement, on a un spécialiste acclimaté. Greg, Houston. Tu veux t'attirer des honneurs tout de suite Rical, ouais. Oui, ce match, forcément, c'est bien que tu me donnes la patate chaude, parce que c'est vraiment le match peut-être le plus chiant pour moi cette semaine à pronostiquer. Autant le Miami-Buffalo, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des paramètres qui font que, mais le Indianapolis-Houston, il y a quand même pas autant d'absents de chaque côté que sur d'autres rencontres. Donc c'est sûr que je suis quand même un petit peu partagé là-dessus. On se rappelle en plus que les Colts avaient gagné à Houston, alors c'était assez tôt dans la saison
en début de campagne, mais ça leur a permis en tout cas de bien démarrer leur exercice, parce qu'ils avaient gagné dans la foulée à Baltimore de mémoire et avaient du coup montré qu'il fallait compter sur eux dans cette conférence américaine. C'est une équipe qui va jouer sur ses forces habituelles, à savoir pas mal de jeux au sol, pas que, parce qu'on voit que paradoxalement Gardner Minshew lance énormément cette saison. C'était peut-être pas forcément prévu. En tout cas, j'ai du mal à imaginer, par exemple, qu'Anthony Richardson en forme aurait adopté le même style de jeu. Mais en tout cas, grosse défense, gros jeu au sol, et ça peut être des points qui peuvent poser problème à cette équipe de Houston. Maintenant, est-ce que je suis déjà devenu partisan depuis mes quelques heures sur place? Je ne sais pas, mais j'aurais tendance à me dire que voilà, il y a aussi ce vent nouveau du côté de Houston. Il y a peut-être cette faculté aussi de la part de CJ Stroud de retour à peut-être plus limiter les erreurs qu'un Gardner Minshew. On voit malgré tout qu'un Devin Singletary a réussi à apporter une certaine alternance au sol, ce que n'arrivait pas à faire Dameon Pierce. Donc je me dis, ça reste un match de division, ce sera forcément disputé jusqu'au bout, en tout cas dans mon esprit. Cette défense de Houston est pas aussi impressionnante que celle des Colts, mais continue de monter en puissance pour la première année des DeMeco Ryans. Donc j'aurais tendance malgré tout à donner la revanche en faveur des Texans, une victoire du côté d'Indianapolis pour potentiellement aller chercher ce ticket en playoff. FMB ? Oui, ça va être un beau match, je pense, hein, parce que là, c'est les équipes qui vont se donner à fond et qu'à peu près, j'irai le même niveau. Alors, je donne un petit avantage aux Colts parce que, ils jouent chez eux et je dirais que le jeu au sol est, je pense, est meilleur pour moi du côté des Colts. Et Minshew, comme l'a dit Greg, il est assuré tout le long de l'année. Donc, ça va être difficile, même si Stroud est quand même, c'est une grosse surprise. Pour moi, c'est un QB qui m'a vraiment surpris cette année. Il fait très peu d'erreurs, pas beaucoup d'interceptions. Je crois qu'il est qu'à 5 interceptions sur 21 TD. Donc, c'est énorme pour un rookie. Je veux dire, c'est fabuleux de voir des rookies comme ça. Donc, chapeau. Moi, je dis chapeau à ces deux équipes qui sont quand même bien redressées par rapport aux années précédentes, quoi. Donc, ces équipes qui vont monter en puissance, je pense, même la saison prochaine, quoi. Rémi ? Ouais, c'est un match super intéressant parce que le gagnant va en play-off et le perdant n'y sera pas. Donc c'est un peu le premier match de play-off de la saison. Et c'est vrai que c'est très intéressant aussi parce que les Colts sont à domicile. J'avoue que si les Texans étaient à domicile, j'aurais tendance à leur donner un bel avantage. Je trouve c'est une équipe un peu plus concrète que les Colts, un peu plus régulière, même si ces dernières semaines, ça ne s'est pas trop vérifié. Je crois un peu plus aussi forcément au talent du quarterback du côté des Texans. Donc j'ai envie de donner mon avantage à Houston, mais ce sera pas simple du tout. Parce que les Colts ont cette capacité à rester dans les matchs. Ils n'ont pas cette capacité à dominer, à bien jouer 4 quarts-temps, mais c'est vrai que bien jouer 3 quarts-temps, parfois, ça suffit. Preuve en est, ils sont toujours en course pour les playoffs. Et donc je vois un match très serré. J'ai l'impression quand même que Houston a les armes pour avancer sur cette défense. Ça va être très compliqué, ça va se jouer sans doute dans le dernier quart-temps. Je vois un écart minime entre ces deux équipes, mais j'ai l'impression que Houston peut tirer son épingle du jeu, malgré l'absence, c'est vrai, qui est un peu problématique de Tank Dell. Mais voilà, donc avantage Houston, match très serré, je me demande vraiment comment ça peut tourner. C'est vrai que la bataille des lignes va être décisive dans cette rencontre. Voilà, vous avez les pronos sur l'écran et tous les autres pronos sont bien sûr sur prononfl.com. Le deuxième sujet de la soirée, Rémi, qui est encore dans la course au MVP? Lamar et qui d'autre? C'est Lamar, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse parce que je suis pas fan du système. C'est vrai que c'est le meilleur quarterback l'est toujours, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une énorme influence du calendrier et de la forme. J'ai l'impression que c'est le meilleur quarterback du mois de décembre qui est l'MVP. Je crois que si Lamar avait sorti ses 3 mauvaises performances, il en a sorti 2-3. Les quelques défaites de Baltimore, le début de saison était un peu moins convaincant, on va dire. S'il sort cette performance-là en décembre, je pense que tout le monde saute dessus en disant qu'il ne mérite pas le titre de MVP. On a vu Purdy qui passe totalement à travers d'un match. Malheureusement, c'est tard dans la saison. Malheureusement, c'est face aux Ravens. Si ce match-là tombe en semaine 1, je pense que le résultat des votes MVP est tout à fait différent.
Et en plus de ça, je trouve quand même qu'un mec comme Christian McCaffrey le mériterait amplement. Et j'aurais tendance même à dire que Tyreek Hill sera en deuxième place de ce classement s'il était fait réellement, pour moi, pour autre chose qu'un quarterback, tout simplement. Et donc voilà, mon problème, il est là. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur une forme du moment. Après, oui, on va me dire que les matchs de décembre comptent peut-être plus que les matchs de septembre. Mais au final, ça reste un MVP de la saison régulière, pas un MVP de la fin de saison. Et j'ai l'impression que les votes changent chaque semaine. Et c'est l'homme en forme qui va définir le MVP. Ici, Lamar ne jouera pas le dernier match, donc je ne pourrai pas balancer 6 interceptions. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Et voilà, donc moi perso, je trouve ça un peu dommage que ça tourne toujours autour du poste de quarterback. Après, forcément, Lamar fait... Ouais. Enfin, c'est vrai que après, ça fait quand même plus de 10 ans que c'est plus arrivé. Mais donc oui, pour moi, le gros problème, il est là. Et je suis aussi assez frustré par le fait que ce soit à chaque fois une question de forme de fin de saison, j'ai l'impression. Donc tu crois que c'est le MVP, ça va au moins blessé en fait, quoi. C'est le moins blessé, c'est aussi celui qui termine bien, qui termine fort, qui est un peu spectaculaire sur la fin. C'est clairement pas analysé sur une saison complète de manière neutre, j'ai l'impression. Ok. C'est les mecs qui s'endorment à l'opéra et puis qui applaudissent à la fin. À la fin. Ouais. Exactement. Il était génial. Cette dernière scène, c'est formidable. Exactement. J'aurais pas mieux résumé. C'est ce que je fais au boulot et ça marche bien. Tu dors et... FMB, MVP. Ah, mais on s'en fout du MVP. Les MVP, c'est toujours les QB. Comme les... Bon, et depuis, j'ai vérifié, le running, ça date de Adrian Peterson. Il y a 12 2012, voilà, laisse tomber. Les vrais MVP, ça devrait être... les mecs qui... ça devrait être les mecs qui ont blessé. Non, ça devrait être les mecs qui ont blessé les QB dans les mois précédents. Non, mais pour moi, c'est des joueurs exceptionnels comme Micah Parsons ou même Aiden Hutchinson qui font... Enfin bref, laisse tomber. C'est les MVP, c'est pas pour moi. Allez, question suivante. Il y a Greg qui va dire tu veux passer après ça? Je crois que pour traduire ce que disait FMB, tu m'emmerdes avec ta question. C'est ça. Tu peux me remercier pour le sujet, FMB. C'est cadeau. C'est un thème récurrent. C'est du Rancanto. Non, moi, j'ai jamais changé d'avis. Globalement, je plus sois à ce qu'a dit Rémi. C'est sûr que ça a été un petit peu... En plus, on a eu ces confrontations directes pendant la deuxième partie de la saison, donc... c'est toujours assez rigolo de se dire tiens, ça peut être Jalen Hurts. Ah bah non, il a perdu contre San Francisco, donc du coup c'est forcément perdu McCaffrey. Ah bah non, ils ont perdu contre Baltimore, donc du coup c'est forcément Lamar Jackson. C'est ça. Bon, moi je veux bien, mais bon, le foot américain, j'ai oublié que c'était un sport individuel. J'ai peut-être fait trop d'épisodes, trop d'émissions prono cette saison. Je pense que ça va être ça. Non, moi depuis le début, je n'ai cessé de répéter que pour moi ça devait être McCaffrey. J'ai rien contre le fait que Lamar Jackson ait fait une saison plus qu'honorable et qu'il a joué un grand rôle dans cette place de numéro 1 de la conférence américaine et même de la ligue, parce qu'ils auront le meilleur bilan de la ligue, il me semble, à l'issue de la saison régulière, et bien entendu que Lamar Jackson n'est pas étranger à cela. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que, à mon sens, en 2019, c'était incontestable. En 2023, ça donne un peu cette impression. Alors, le bon terme, c'est pas faute de mieux, parce que ce serait dévalorisant. Mais en tout cas, ce serait un peu de dire, bon, bah voilà, ok, d'un point de vue purement fiche, on va le donner en gros au joueur le plus régulier de la meilleure équipe de saison régulière. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que si tu regardes un petit peu les statistiques brutes, encore une fois, d'un point de vue bilan, certes à la passe c'est meilleur Lamar Jackson, mais c'est moins productif par exemple au sol, dans une attaque qui paradoxalement restait portée par le jeu à la course, donc voilà, c'est pas dire que Lamar a pas eu une influence, mais en tout cas il l'a pas marqué de son empreinte autant que ça avait pu être le cas en 2019 lors de la dernière première place de conférence des Ravens. Alors qu'à mon sens, voilà, Christian McCaffrey, son rôle, que ce soit à la course ou à la réception, est assez monstrueux à San Francisco. Certes, ce qui peut jouer contre lui, c'est le fait que Purdy, malgré tout, produise dans le domaine aérien, avec notamment ce record de yards sur une saison pour un quarterback des Niners. Ça, c'est forcément incontestable.
Mais c'est vrai qu'encore une fois, si on reste sur les stats, Lamar Jackson, cette saison, à la course et à la passe en cumulé, c'est 29, alors que McCaffrey doit en être à 21. Donc je me dis, normalement, quand tu lances le ballon et qu'en plus tu cours, tu es quand même censé avoir une marge beaucoup plus importante qu'un running back, même si ce dernier est assez polyvalent. Et puis moi, il y a une stat que j'ai du mal à occulter, c'est les 6 fumbles perdus par Lamar Jackson cette saison. Ça me paraît quand même un peu beaucoup, c'est son record personnel en plus, donc techniquement avec l'âge on est censé polir un petit peu plus son jeu. Quand on voit que c'est un joueur qui court moins, malgré tout il continue de perdre des ballons. Donc voilà, il y a un excellent casting à côté qui arrive malgré tout à gommer les rares imperfections de Lamar de cette saison, je vais y arriver. Mais à mon sens, voilà, ça a toujours été McCaffrey, notamment depuis son record de touchdowns sur une certaine période. Et je le répète, même si ça prend en compte des touchdowns de 2022 et de 2023, mais ça reste là aussi un repère assez historique, comme pouvait être par exemple la saison d'Adrian Peterson dont parlait FMB tout à l'heure en 2012. Ouais. Et ça me paraît extrêmement compliqué de ne pas le donner à McCaffrey, même si Lamar Jackson a fait une grosse saison et même s'il y a 2 joueurs des Niners qui pourraient potentiellement prétendre à une récompense de meilleur joueur de l'année. Et pendant les dents. Moi, perso, je pense qu'il faudrait envisager de donner ça au jeune ricain qui vient de finir Tetris. Là, je pense que c'est un bon travail. Putain. Non, bon, c'est différent. Ouais, si, clairement. Si, c'est... Ça tombe bien que tu sois là, Greg, puisque notre 3e match, c'est les Falcons contre les Saints. Et je ne serais pas très courtois si je te laissais pas ouvrir. Ouais. Ah. Je sais pas ce que j'ai mis. Voilà. Non mais honnêtement, de toute façon là, on a été inconstant tout au long de l'année, ça je vous apprends rien messieurs. On a des gros problèmes de quarterback, ça je ne vous apprends rien messieurs. Moi je me suis dit bon, ils ont battu Indianapolis, bon si à Chicago ils arrivent à faire quelque chose, j'y crois. Bon les mecs ils sont marchés dessus, ils prennent 37 points, même si Chicago est un peu plus chaud ces dernières semaines. Bon, tu dois pas te faire écarter de la manière dont tu t'es fait écarter là-bas. Après, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'Atlanta avait commencé par un bilan de 3-0 sur les confrontations intra-division, me semble-t-il. Bon, depuis, ils ont perdu à Carolina, ils ont perdu contre Tampa Bay. Je pense que tous les voyants sont au vert pour les prendre une petite trousse du côté de la Louisiane. Mais non, mon point de vue purement partial me fera dire que ce serait bien d'aller taper les Saints là-bas. Mais honnêtement, sur le papier, surtout avec la prestation des Saints, notamment sur le terrain de Tampa la semaine dernière, si on est un peu plus raisonné avec les problèmes offensifs qu'a affiché Atlanta cette année, ça me paraît quand même difficilement contestable que les Saints soient favoris de ce match. Par simple superstition, de toute façon, j'aurais pas joué à Atlanta. Si on gagne, tant mieux, mais je vais pas perdre un point juste pour le plaisir de perdre un point. Donc voilà. Merci. T'es courtois de me laisser ouvrir là-dessus, mais t'es aussi courtois de me laisser pronostiquer contre mon équipe, Rico. Donc voilà. Tu remarqueras d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, j'ai pronostiqué ton équipe et gagné grâce à eux quand même. Hein. Oui, bah t'as été un des rares, d'ailleurs, parce que quasiment tous ceux cette saison qui m'ont dit j'ai parié pour ou contre Atlanta, la semaine d'après, putain, j'ai encore perdu un point à cause de cette équipe. Non, mais en semaine 7, contre les Colts, en effet, j'étais le seul à avoir pronostiqué Atlanta. T'as raison. Tu vois j'aurais pu le faire, mais ma superstition m'a empêché. Mais oui, c'était une possibilité, et heureusement, parce que t'imagines, on est qu'à 7 victoires, donc faut bien qu'on en gagne quelques-uns. Et ils ont quand même réussi, j'en profite, je vais pas faire trop long, hein, mais ils ont quand même réussi à perdre à domicile contre Washington, à Carolina et à Arizona quand même. C'est un beau tableau de chasse. C'est beau. Ouais. Et ouais, c'est mieux de jouer en extérieur pour eux. C'est socialiste d'Atlanta. Je suis déçu qu'on n'ait pas joué les Pats et les Giants. On aurait fait un bon combo top 5 de la draft. Génial. Rémi Ben oui, c'est vrai que c'est... c'est du grand art, hein. Je pense que la saison d'Atlanta. Après, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont à 7-9, mais ils peuvent plus passer par la wildcard, je pense, mais ils peuvent passer via le titre de champion de division. Ouais, si Tampa perd à Carolina, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, au final, ce qui serait drôle, c'est de voir une si belle équipe jouer un match à domicile en play-off. Je prends un engagement, messieurs, si Tampa... Alors, si on gagne à New Orleans, bien sûr, et que Tampa perd à Carolina, j'achète une casquette des Panthers, je vous le dis. Ah, bravo, j'espère. Je croise les doigts. Tout ça pour se faire botter le cul en play-off, mais du coup, je l'aurais acheté quand même. Il vaut mieux se faire botter le cul en play-off qu'avoir le premier choix de draft. Hein. Ah, ça dépend jusqu'où va ta dignité, en fait. Et donc, match pour moi, c'est... Normalement, c'est pour les Saints, et je me rappelle avoir cru en eux déjà pour le premier match, mais il me semble qu'Atlanta avait disposé des Saints relativement facilement. Ils avaient fait un assez bon match malgré une performance mi-figue mi-raisin de notre ami ils avaient déchiré, notre ami Desmond. Une balade, une véritable balade. Après, on est vraiment face à une division d'équipes extrêmement irrégulière, donc c'est super compliqué à pronostiquer. Preuve en est, Rico a bon quand il pronostique les Falcons, donc c'est montré à quel point c'est imprévisible. Et donc, ce sera de nouveau le cas, un match à mon avis assez fermé. Pour moi, le talent, il est plus du côté des Saints. On ne sait jamais ce que ça peut donner si Atlanta arrive à imposer son célébrissime jeu au sol et parvient à sortir un bon match défensif, ce dont ils sont pour moi parfaitement capables, ça reste leur force. C'est quand même un match qui peut être ouvert, mais j'ai l'impression que si les Saints prennent le dessus, ça va être compliqué de faire la course derrière avec un quarterback que je trouve fort peu convaincant, mais qui reçoit quand même les défenses de Monsieur FMB, si je ne m'abuse. Heineke, oui. Pour moi, c'est de... Non, je parlais de Desmond. Heineke, je veux bien y aller, mais... Là, c'est Heineke qui va jouer. Ouais, c'est Heineke qui start, je suppose. Oui, Heineke, pour moi, les deux... Alors, c'est vrai que j'ai défendu Reader, mais parce que pour moi, quand je l'ai vu en NCAA... Plus de mal à défendre Reader. Pour moi, il joue bien, il a un bon bras. Je pense qu'il a un problème de rookie, c'est... il va lui falloir du temps à s'adapter à la NFL, à la vitesse, faire les bons choix. Mais je pense que c'est un bon athlète. Hein. Il faudra lui laisser du temps. C'est ça la problématique, je dirais, pour les Falcons. 6-7 ans et ça sera bon, Greg. Je pense qu'ils l'ont fait jouer peut-être un peu trop tôt, ou alors le staff est... Le problème d'un QB, c'est que le staff est pas... Si tu mets pas à l'aise ton QB, t'as quand même un gros problème de coaching. Ouais, et on le voit avec ce qui se passe à Denver avec Russell et Peyton. C'est hyper important de mettre pour tirer. Ce gars-là, Reader, c'est quand même un athlète. Il a un bon bras. Sa lecture est des fois moyenne, ses choix sont assez moyens, mais ça, il a matière à progresser. Et c'est là où le coaching est important, et de le faire monter en puissance. Heineke est top. Moi, je trouve que peut-être qu'ils auraient dû inverser, faire jouer Heineke en backup, et l'autre, mon gars, Reader, tu prends des notes, t'analyses, on va te faire réviser, allez, quiz la semaine prochaine, Carico qui va t'envoyer des vidéos, tu bosses, et bon, voilà. C'est un gars, il faut laisser le temps. Donc si on lui a dit à Rico qui t'envoie les notes, je comprends qu'il se dit non, mais grillez-moi tout de suite, je préfère. Donc, mais pour revenir à ces deux équipes-là, ces deux équipes qui m'ont cassé la tête parce que ils ont fait des matchs que j'ai imprévisibles pour moi, où ils gagnaient au moment où je ne m'attendais pas, et pareil pour les Saints. Là, les Saints, ils ont quand même gagné à Tampa Bay la semaine dernière, donc pareil, je ne m'attendais pas à ça. Donc là, je pense que les Saints ont une meilleure dynamique quand même que les Falcons, même si Heineke va se défoncer pour essayer de gagner. Mais les Saints sont quand même au-dessus. Je ne sais pas s'il revient ou pas. Parce que ça, c'est toujours un bon joker. Mais les Saints devraient gagner en plus chez eux. Je vois pas comment ils peuvent perdre chez eux. Bon, c'est jamais, je dis plus rien, mais ça me paraît quand même difficile. Il y a un solide Factor X quand même sur le banc côté Saints, je trouve. Ouais. Ouais. Bon, il y a plus de talent, je dirais, comme oui, intrinsèquement, oui, on est d'accord. Hein. Il y a plus de talent sur le bench des Saints. Donc, eh bien, on verra bien. Le dernier match,
Bon, celui-là, c'est pour FMB, hein, quand même. Hein. Ça va être parfait, hein, c'est Miami, et puis bonsoir à tous. Allez. Voilà, quelqu'un veut parler des Bills Donc voilà, Bills, Miami, comme si on n'avait pas assez parlé de ces deux équipes toute la saison. Ça va près d'une semaine sur deux, quand même, c'est pas mal. Mais Olivier n'est pas là, c'est pas marrant. C'est vrai que c'est moins drôle, mais en même temps, tu sais, taper gratuitement sur lui, c'est pas plus mal, quoi. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, je vais pas te taper, mais alors, ce qui me fait chier, c'est que c'est un match qui passe à 2h du matin, mais Ouais. parce que ça risque d'être un super match. On est vraiment là aussi. C'est un match un peu à dire coup près, parce que les Dolphins ils doivent gagner, parce que bon, même s'ils ils seront en playoff, mais il faut quand même gagner la AFC East, qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné depuis 15 ans. Donc, c'est quand même, ça peut devenir un match historique pour cette équipe des Dolphins, pour McDaniels, pour même Tua, qui commence à être vu comme l'héritier de Dan Marino, même si je le conteste beaucoup, comme vous le savez. Mais il a fait des progrès cette saison. Donc, les garçons, ils progressent. Est-ce que c'est la solution? On verra. Mais pour revenir au match, ça risque d'être un beau match, parce que les Bills, normalement, devraient être remontés. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est plutôt côté Dolphins, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blessés. Et aussi certains choix de McDaniels là contre. Alors j'ai regardé parce que j'avais commencé à regarder le début contre Baltimore, et puis malheureusement comme c'était le 31, il fallait que j'aille un peu être un peu sociable, donc parler avec plein de gens. Et quand j'ai vu le score à la mi-temps, j'ai dit oula, c'est pas bon. Et au troisième quart-temps, je me dis bon, c'est mort. Mais ce qui m'a impressionné, donc, c'est les premiers drives des deux côtés étaient excellents. Mais ce qui m'avait inquiété dès le début, c'est quand même le choix de McDaniel de faire jouer Etienne un peu trop souvent, trop rapide, alors qu'il a quand même d'autres backups. Et côté défensif, la défense et ce qui m'inquiète contre les Bills, c'est que la défense de Miami était quand même un peu à la ramasse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le premier quart-temps, il y a eu 2 jeux sur le running back Hill des Ravens qui étaient tout seul, chaque fois. Le mec qui partait soi-disant tranquillement en flat, et après, hop, j'accélère. Mais d'ailleurs, c'est bien que tu rends hommage à celui qui était en couverture juste derrière toi. Hein. Ouais. Mais... C'est bien, t'es pas rancunier, FMB, j'apprécie. Ah, je suis pas rancunier. Mais à sa défense, moi, il a merdé, parce que il a fait une grosse merde de lecture, parce qu'il y avait Odell Beckham. Et donc, du coup, il s'est dit, OK, est-ce que j'assure sur Odell Beckham parce qu'il va partir en flat ou dans la zone du middle? Et bon, voilà. Il l'a fait. Je te rassure, il vient de chez nous. Hein. Peut-être qu'il a appris à lire avec des soins de réserve, du coup. Et avec la note de Rico. Voilà. C'est pour ça, donc. Ah oui, d'accord. Lui, il est reçu, lui. Ok, je comprends mieux. Donc, il y a un peu, je sais pas, un peu de perte de neurones, ce qui m'inquiète dans la défense de Miami, et surtout au niveau du coaching de la défense, parce que c'est comme une Big Fangio, c'est un des plus gros cerveaux de la NFL, et tu te dis merde, putain, il ne s'ajuste pas à la mi-temps. Je trouvais ça assez bizarre. Et j'ai re-regardé la fin du match pour voir s'ils avaient baissé les bras, parce que quand tu te prends 50 points, en général, c'est soit parce que moralement t'es à la ramasse, ou alors l'équipe en face est vraiment au-dessus, parce que moi au début, quand je jouais au football américain, on perdait contre des équipes, quand les Anges Bleus, on se prenait 60 pions dans la gueule, mais parce qu'il y avait un gros niveau de différence. Mais là, donc ça veut dire quoi? Soit les Baltimore est vraiment, vraiment au-dessus, donc ils ont quand même mis une raclée aux 49ers, mais est-ce que c'est dû aux blessures des deux côtés? Parce que les 49ers avaient des blessures au niveau de la OL. Côté des Dolphins, on avait pas mal aussi. Il n'y avait pas Waddle, donc bon, tu poses plein de questions. Donc du coup, c'est vrai que ce match-là,
face aux Bills qui quand même une bonne offense qui tourne assez bien, mais ce qui me rassure, c'est que du côté, et je l'ai dit plusieurs fois à Olivier, c'est que côté offense des Bills, je trouve que les choix offensifs sont pas hyper stratégiques et ils innovent pas assez en fait. Donc je me dis quand même que je garde espoir en tant que fan qu'il puisse passer. Rémi ? Ouais, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je suis assez d'accord avec l'analyse de fond de FMB. On est sur des Dolphins qui sont clairement dans le doute, qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs, donc c'est déjà quand même une certaine épine hors du pied, contrairement aux Bills qui, en cas de défaite, pourraient se retrouver au 8e de la conférence. Les Bills sont pour moi, clairement, ils ont trouvé leur momentum. Ils ont eu des très bons matchs face aux bonnes équipes. Ils ont enchaîné des victoires. Une défaite face à Philly, mais je trouve qu'ils avaient quand même très très bien joué, notamment offensivement. On a eu ensuite un match, je pense, face aux Cowboys qui était plus que convaincant, et face aux Chiefs. Mais après, on a eu 2 victoires, mais vraiment beaucoup moins convaincantes face aux Chargers et aux Pats. La semaine dernière, face aux Pats, c'était vraiment pas beau à voir. On a eu deux attaques en perdition. Je pense que si on avait dû faire un cul sec à chaque fumble ou à chaque interception, on n'aurait pas vu minuit. Mais non, donc j'ai quand même l'impression que oui, les Bills partent favoris, mais attention, parce qu'on reste sur 2 performances qui sont pour moi pas vraiment très convaincantes. Après, en face, on a quand même une équipe plus sérieuse avec les Dolphins. Du côté des Dolphins, pour moi, il y a cette fin de match... Je comprends pas qu'on laisse des joueurs si importants. La blessure de Chubb était plus qu'évitable. Je pense qu'à partir du moment où il y a 3-4 touchdowns de retard, on peut se passer du mec qui est sans doute le gars le plus dangereux de la défense. Il en est à 11 sacs. Il mène la défense dans cette statistique. Je pense que c'est le 2e plaqueur de l'équipe également. Ouais. On est sur un joueur super important. Le match, il est plié. Après, oui, si ça n'arrive pas, personne n'en parle. C'est un fait. Mais malgré tout, pour moi, avant un match si important face aux Bills, on savait bien que le match face aux Ravens serait moins important que celui face aux Bills. C'est peut-être plus malin d'éviter ce genre de problème. Et pour moi, ça peut être un des gros éléments, un des gros facteurs X de cette dernière journée. Greg, un mot. Je te sens aussi chaud qu'Atlanta. Ah putain. Ouais, c'est de votre faute. Attendez, vous appuyez là où ça fait mal. Moi, j'y peux rien. Moi, attends. Je suis groggy depuis quelques secondes. Non, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est sûr que ce match-là, il aurait été hyper excitant sur le papier si malheureusement il n'y avait pas eu cette infirmerie vraiment remplie au ras-bord, à ras-bord du côté de Miami. Je ne sais pas ce qu'il en est de Raheem Mostert qui peut-être reviendra sur ce match-là, j'ai des doutes là-dessus. Ouais. Mais bon, il te manquera toujours Waddle au moins jusqu'en playoff. Il te montrera Chubb également en défense. Jalen Phillips également, dont on sait que c'est déjà terminé. On parlait de Duke Riley pour plaisanter, mais c'est aussi parce que Jerome Baker n'est pas là. Donc mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'éléments, je pense. C'est une équipe qui, on a l'impression que les Dolphins, c'est un peu la même dynamique pour finir la saison régulière que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est malheureusement obligé de penser les plays et d'essayer de se qualifier bon an, mal an. Alors l'année dernière, c'est beaucoup plus compliqué que cette année. Là, au moins, le ticket pour les playoffs, ils l'ont. Ouais. A priori, je leur souhaite. Normalement, ils auront au moins leur quarterback titulaire en playoff aussi. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est sûr qu'en plus, en effet, face à une équipe contre Buffalo, on a presque l'impression que cette équipe de Buffalo, offensivement, ça tourne mieux qu'avec Ken Dorsey. Certains diront que c'est pas très difficile. Ouais. Mais c'est sûr que malheureusement, on les sent un peu trop focus sur des facettes. En fait, on a l'impression qu'ils s'adaptent un peu trop à leur adversaire. C'est-à-dire, face à des grosses écuries, ils vont montrer un bon visage. CF, Kansas City et Dallas. Et face à des équipes où on se dit, bon, normalement, il devrait s'essuyer les pieds. C'est un peu plus compliqué, comme ça a été le cas, en effet, ces 15 derniers jours. Et là, j'ai du mal à me dire que sur un match aussi crucial que ça, où tu joues ta qualification chez un rival de division, où en plus, tu peux subtiliser le titre de division par la même occasion et récupérer, en fonction des différents scénarios, la 2e place potentielle. Moi, j'ai du mal à me dire que cette équipe-là va pas être focalisée à 100%. Ils ont beaucoup merdé, notamment dans la première partie de saison régulière,
Et c'est presque miraculeux pour eux, vu la compétitivité en AFC, d'avoir cette occasion en or de se retrouver à minima dans le top 3 de la conférence américaine. Donc je me dis, face à une équipe qu'en plus, ils avaient quand même pas mal malmené défensivement à l'aller, même si entre-temps, il y a eu les ajustements de Vic Fangio, même si entre-temps, il y a eu le retour de Jalen Ramsey, qu'on n'a pas toujours vu hyper à son avantage d'ailleurs le week-end dernier du côté de Baltimore. On l'a vu beaucoup dégoupiller, mais il s'est fait un peu mettre à l'amende, notamment dans les espaces. Donc ça, ce sera peut-être quelque chose pris en compte par le coaching staff des Bills. Et voilà, c'est ce qui m'amène forcément, là aussi, sur la même logique que Baltimore-Pittsburgh. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu pour Miami, parce qu'encore une fois, il y a un titre de division à la clé. Il y a des enjeux assez similaires à ceux de Buffalo, avec un peu moins de risques à l'arrivée. Mais ouais, je me dis que l'enjeu étant plus énorme du côté de Buffalo, et avec peut-être plus de talent intrinsèque restant sur le terrain, j'aurais tendance à aller vers les Bills. Bon, merci messieurs. Tu veux nous rappeler où tu es, ce que tu fais, comme faire ta petite pub, Greg? Il y a un petit prono peut-être. Il y a un petit prono? Faut se mouiller alors. Ah oui, désolé. Donc oui, donc finale universitaire, donc dans la nuit de mardi, ça commence bien. Finale universitaire de foot américain dans la nuit de lundi à mardi. Ce sera, je revérifie, parce que Rémi a tenté de me piéger. Ah l'enculé! Non, c'est en même temps que. J'aurais pas été jusque là, mais bon, j'ai bien vu là. C'est en même temps que Miami et les Bills. Non, les Bills, Miami, c'est la veille. C'est la nuit de dimanche à lundi. Ah non, le dimanche, on ne touche pas la NFL, ça reste la NFL, on ne touche pas à ça. Mais en tout cas, dans la nuit de lundi à mardi, donc ce sera à 18h30 heure locale, donc si mes calculs sont bons, à 1h30 heure française, donc dans la nuit de lundi à mardi, donc le match entre les Michigan Wolverines et les Washington Huskies. Les deux dernières équipes invaincues de la première division universitaire, donc voilà, on a ce qui se fait de mieux au cours de cette saison 2023. Avec Michigan et Jim Harbaugh commente face à l'une des plus belles histoires de ces derniers mois, une des équipes vraiment montantes, une des équipes tout simplement les plus spectaculaires offensivement depuis l'arrivée notamment du head coach Kalen DeBoer du côté de Seattle. Donc voilà, ça promet du spectacle, une belle opposition notamment défense-attaque, mais pas que, c'est un peu caricatural dit comme ça, mais en tout cas ça devrait être un match où ça va être assez disputé, comme l'ont été d'ailleurs les demi-finales, puisque les deux demi-finales, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, se sont disputées sur la dernière action de la rencontre. Donc voilà, on ne crachera pas dessus si on a cette opportunité de voir ça lundi du côté du NRG Stadium des Texans. Merci beaucoup à tous. Il n'y a pas de mon prono. Petit prono. Oh. Vas-y. J'irai un peu plus à Michigan quand même. Surtout qu'a priori, ça continue de sortir, mais je pense que c'est la dernière de Jim Harbaugh à Michigan. Ouais. Vu les casseroles qui se traînent un petit peu hors terrain, je pense qu'on va essayer de se trouver une porte de sortie vers la NFL. Ça, c'est mon avis. Il va lécher les pattes. Et ce serait l'occasion de... C'est possible. je mettrais plus une pièce sur les Chargers, mais il y a plusieurs possibilités qui sortent. Mais voilà, je serais pas étonné en tout cas que Michigan gagne ce match. Ils me paraissent plus complets offensivement et défensivement. Et ça, après, Washington a déjà déjoué plus d'un pronostic cette saison. Ouais, moi je pense que c'est Washington la surprise. Merci donc beaucoup, messieurs. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant cette entrée en play-off un mot à dire au monde? Bon courage, Greg. On parle des playoffs NFL, naturellement. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas. Et allez Carolina, du coup, pour ma casquette. Allez Carolina, oui. Ce sera la seule commande d'une casquette des Panthers en France ou en Europe, à mon avis, sur cette année. Tant que c'est pas une casquette des Saints, ça va. Éventuellement, j'aurais pu acheter du PQ Saints, mais non, une casquette Saints, non, pas trop. Ça marche. Bon. Ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je peux renvoyer mon cadeau, alors. C'est bon. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour les playoffs. On va changer un petit peu le format, ça va être un petit peu rock'n'roll, on va bien s'amuser. Voilà. Et puis, écoute, Greg, on espère que tu seras parmi nous de retour. Avec ta casquette. Également, ouais. En plein jet lag. Ouais, arrête. Attends, il est gentil, lui. Attention, quand même. Il s'en fout, il va tout le temps, il a l'habitude du jet lag. C'est vrai. Il jet lag en permanence, Rico, de toute façon. Voilà. Il est plus désarçonné quand il va à 3 qu'aux États-Unis. C'est pas faux. Eux, je connais moins bien.
C'est ça. Comme beaucoup. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a moins de gens qui sont restés à 3 qu'aux États-Unis. C'est dur de dire le contraire. Génial. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Et puis voilà, profitez bien de la saison avant les playoffs. Ciao, ciao. Allez, à plus. Ciao.